Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Retournons en 1989. L'événement le plus marquant cette année-là était la chute du régime communiste en Europe de l'Est, symbolisée par la chute du mur de Berlin, moment charnière de la fin de la guerre froide. Au Canada, l'Agence spatiale canadienne a été créée et les rôles de combat au sein de l'aviation royale canadienne ont été ouverts aux femmes pour la toute première fois. Tournons-nous à présent vers les conversations des députés de l'époque. S'il vous plaît. Questions orales. Le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à l'instar de nombreux électeurs, mon bureau a reçu de nombreux appels de patients qui sont touchés par les retards qui touchent la chirurgie. J'ai reçu hier un appel de Patricia George, qui est la fille d'une patiente, qui se trouve sur la liste d'urgence de l'hôpital St. Michael pour un triple pontage. Il a été reçu à l'hôpital le 14 décembre, devait être opéré 2 jours plus tard. Toutefois, l'opération a été annulée et il a été renvoyé chez lui. Il devait revenir à l'hôpital le 10 janvier et l'opération devait avoir lieu le 13 janvier. Or, on l'a appelé chez lui hier matin pour lui dire que sa nouvelle date d'opération avait été annulée. Il n'y a pas de lit pour lui dans les services des soins intensifs. Il se trouve sur la liste d'urgence de son médecin, le Dr Baker. Je tiens donc à demander au ministre comment il se fait qu'elle n'a pas fait de déclaration dans cette Assemblée législative depuis que nous débattons cette question, qu'elle n'a fait aucune déclaration sur les infirmières, sur la grave pénurie d'infirmières qui est au cœur même du problème. C'est la raison pour laquelle M. Albert George est toujours en attente de chirurgie. La parole est au ministre. Monsieur le Président, nous avons en fait parlé de cette question de la pénurie d'infirmières dans cette Assemblée législative à de nombreuses occasions. Le chef de l'opposition est au courant de nombreuses études qui ont été élaborées, de recommandations qui ont été formulées. Nombre de ces recommandations s'adressent aux employeurs, aux membres de la profession, aux syndicats, ainsi qu'au gouvernement. Le chef de l'opposition sait également que je me suis engagé à réviser la loi sur les hôpitaux publics. À l'heure actuelle, nous sommes en train d'élaborer un projet de règlement pour tenir compte du rôle clé joué par les infirmières dans les hôpitaux, comme en fait foi leur place dans la loi sur les hôpitaux publics. Chef de l'opposition. Monsieur le Président, ce ne sont pas seulement les personnes âgées qui sont sur les listes d'attente, mais aussi des enfants qui doivent attendre pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 8 mois à l'hôpital pour les enfants malades. Le porte-parole de cet hôpital, lorsqu'il parle de ce problème, en revient toujours à cette question des pénuries d'infirmières. Quant à l'hôpital Princess Margaret, qui est le centre de traitement du cancer, on nous dit que 30% des lits vont être retranchés, ce qui va occasionner des retards dans le traitement de centaines de personnes qui ont besoin d'être soignées. On en revient toujours à cette question des infirmières. J'aimerais donc demander à la ministre si elle s'est entretenue personnellement avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario et si elle leur a fait savoir qu'elle est disposée à s'adresser au trésorier pour débloquer un surcroît de fonds si un tel surcroît de fonds permettrait d'aplanir le problème de cette pénurie d'infirmières et que le gouvernement s'attaque au bras le corps enfin à ce problème. À l'ordre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le chef de l'opposition sait pertinemment que l'Association des infirmières, l'Association des hôpitaux du Canada, le syndicat des infirmières,
ont conclu une convention ou un accord de 3 ans qui préside à la situation entre les hôpitaux et les infirmières. J'aimerais que l'Association des hôpitaux et l'Association des infirmières parlent plus avant de ce problème des soins intensifs à Toronto. Je crois que l'occasion leur est donc donnée de dialoguer ensemble pour tâcher de trouver une solution à ce problème. Je suis conscient du rôle que joue l'Association des hôpitaux et l'Association des infirmières, puisqu'ensemble, ces deux associations sont appelées à discuter ces problèmes. Toutefois, je n'ignore pas non plus l'importance du processus de la négociation collective. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, je n'arrive pas à croire ce que j'entends. La ministre est en train de nous dire qu'elle n'est pas disposée à prendre son téléphone pour appeler l'Association des hôpitaux de l'Ontario, qui est le principal employeur. Car en effet, Monsieur le Président, la question ne concerne pas les conventions collectives, mais plutôt la santé des Ontariens. Et le gouvernement de l'Ontario se dérobe à tous ses devoirs. Je demande donc au ministre pourquoi elle n'est pas disposée à décrocher son téléphone pour appeler l'association des hôpitaux afin de donner aux cancéreux, aux enfants malades et aux cardiaques, de leur donner donc les soins auxquels ils ont droit et dont ils ont grand besoin. Monsieur le Président, avec tout le respect que je lui dois, le chef de l'opposition ne sait pas ce qu'il dit. Tous dans cette province respectent ce processus de négociation collective entre l'Association des infirmières et celle des hôpitaux. J'ai déjà déclaré dans cette Chambre que j'étais tout à fait en faveur d'un dialogue entre ces deux associations afin de résoudre le problème de pénurie d'infirmières dans le centre de l'Ontario. Monsieur le Président, la suggestion que je viens de faire est certainement plus constructive. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. Vous avez une nouvelle question? Oui, j'ai une nouvelle question qui s'adresse au ministre des institutions financières. Monsieur le Président, la Commission des assurances semble jouer à la loterie lorsqu'il est question des taux d'assurance pour les automobiles. J'aimerais donc demander au ministre si son gouvernement a l'intention d'invoquer l'article 27 de la loi sur la Commission des assurances, selon laquelle le gouvernement de l'Ontario peut émettre une directive de politique à la Commission de révision des assurances automobiles. J'aimerais donc demander si le gouvernement de l'Ontario a l'intention de revoir les taux d'assurance avant que la Commission ne rende sa décision. Je tiens à préciser, Monsieur le Président, que le gouvernement a passé un certain temps à élaborer cette politique. Nous avons fait cette déclaration sans embâche. Nous avons demandé à la Commission de se pencher sur les conditions qui existent dans l'industrie et d'établir une fourchette de prestations ou de taux d'assurance plutôt. Je dis au ministre qu'il sait pertinemment que l'article 27 dit qu'avec l'approbation du cabinet, le gouvernement peut émettre des directives concernant des catégories de primes d'assurance et autres, et que cet énoncé de politique, lorsqu'elle est déclarée, prend vigueur le jour même de sa déclaration. Et la Commission doit absolument tenir compte de ces déclarations de politique. Or, il semble encore une fois que la Commission est en train de jouer à la loterie. On opte un jour pour un chiffre de 35%, un pourcentage différent le lendemain. On décide de tenir compte de ce qui s'est passé en 87 un jour. Le lendemain, on n'en tient plus compte. J'aimerais donc demander au ministre s'il a l'intention de formuler une politique claire et sans équivoque dans laquelle seront données les fourchettes acceptables au gouvernement pour les primes d'assurance. Monsieur le Président, le chef de l'opposition se trompe.
Il parle de loterie, mais il a tort. Le chef de l'opposition devrait se confesser au public et avouer que cette analyse est sans précédent, l'analyse dont il parle. C'est la meilleure analyse qui a été faite jusqu'à présent des primes d'assurance. Il est injuste de qualifier ce processus de loterie. En effet, on a, encore une fois, étudié la situation telle qu'elle existe afin de pouvoir établir des primes les plus équitables possibles. En fait, Monsieur le Président, ce que demande le chef de l'opposition, il est en train de me demander si de mon propre chef, si je vais de mon propre chef établir les primes d'assurance automobile dans la province de l'Ontario. Or, je lui réponds par un refus catégorique. Cela a ressorti à la Commission. Cela relève de leur mandat et c'est par le biais de la Commission que nous obtiendrons des primes d'assurance équitables dans la province de l'Ontario. Vous avez déclaré que vous aviez un plan bien précis. Je suis sûr que les courtiers d'assurance vont vous exprimer toute leur gratitude à l'occasion du repas qu'ils tiennent en l'honneur du caucus libéral. Enfin, ce qu'ils ont dit, c'est... Vous avez dit plutôt que vous comptiez réduire les primes d'assurance. Or, vous ne l'avez pas fait. La loi prévoit qu'en vertu de l'article 27, vous pouvez émettre une déclaration de politique concernant les primes d'assurance si vous le jugez utile. Je demande donc au ministre quelque chose de très simple. Allez-vous formuler une politique claire à l'égard des primes d'assurance automobile et sinon, pourquoi? Monsieur le Président, de toute évidence, le chef de l'opposition ne comprend pas ce qui se passe. Je vais donc lui brosser un tableau de la situation. On est en train d'étudier l'industrie de l'assurance automobile d'une façon qui n'a jamais été reproduite ailleurs. Et il est d'ailleurs intéressant de constater que lorsque le chef de l'opposition nous recommande une consultation auprès de nombreux organismes, eh bien, nous donnons suite à cette recommandation et il nous reproche de le faire. Il nous reproche de nous décharger de la tâche sur un organisme spécialisé au lieu de le faire nous-mêmes. Or, je puis vous assurer, Monsieur le Président, que je suis en faveur de cet exercice qui est en train de se faire dans la province de l'Ontario pour essayer de parvenir à une gamme de primes d'assurance automobile équitable. Car cet exercice est utile dans le présent et le sera dans l'avenir. Je n'ai pas la moindre intention d'émettre une déclaration de politique établissant les primes d'assurance automobile. Nouvelle question. Le député de Sarnia. Monsieur le Président, je vais attendre qu'on finisse de m'applaudir. Ma question s'adresse au Premier ministre. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député de Sarnia. Ma question s'adresse au Premier ministre en sa qualité de... Je vais attendre que vous ayez terminé. Bien. La question s'adresse au Premier ministre en sa qualité de directeur du Conseil de la Santé. Il n'ignore pas que les médias font état de discussions qui ont lieu sur une crise du système des soins de santé dans la province. Ces rapports médiatiques s'assimilent de plus en plus à des histoires d'horreur, puisqu'elles font ressortir les difficultés du système de soins de santé ontarien qui n'est plus en mesure de fournir aux Ontariens les soins dont ils ont besoin. Le cas le plus récent est celui d'enfants à l'hôpital des enfants de Toronto dont l'opération a été reportée de plusieurs jours. On a également parlé de nombreux Ontariens qui ont dû se rendre aux États-Unis pour subir des interventions
chirurgicale. Le Premier ministre n'ignore pas, certainement, que cette situation devient de plus en plus grave. De toute évidence, quelque chose ne va pas avec le système des soins de santé. Je demanderai donc au Premier ministre, je pose ma question au Premier ministre plutôt qu'au ministre de la Santé, laquelle répondra certainement qu'il s'agit d'une question de convention collective. Mais il ne suffit plus donc de répondre par des promesses vagues à ceux qui se préoccupent au sujet de la situation en Ontario. Pourriez-vous nous donner une réponse plus précise? Cette question a été étudiée d'un bout à l'autre du pays. La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. En fait, à de nombreuses reprises, nous avons eu l'occasion dans cette Assemblée de parler de l'évolution du système des soins de santé. Nous savons qu'il y a 3 forces à l'œuvre qui tendent au changement. Pas seulement la démographie, la technologie, mais aussi l'économie. Dans de nombreuses tribunes, des stratégies à court, à moyen et à long terme sont à l'étude. Le Conseil du Premier ministre a mis sur pied 4 sous-comités, dont l'un est chargé d'étudier la santé et la politique publique, un 3e sur la coordination des soins et un 4e les objectifs en matière de santé pour l'Ontario. Je répondrai donc au chef du Parti conservateur que nous comptons mettre en œuvre des initiatives qui touchent non seulement aux soins de santé en Ontario, mais ceux également à l'échelle du Canada. Lorsque cette question a été soulevée, le président de votre conseil de gestion a laissé savoir que le gouvernement maîtrisait le dossier. C'est la réponse qu'il a donnée à une question qu'on lui posait au sujet des pénuries d'infirmières. Cela fait environ 1 an et demi qu'il a répondu de la sorte. Or, depuis, la situation n'a cessé de s'aggraver. Vous suivez très certainement les reportages médiatiques. Vous entendez, comme nous tous, les entrevues conduites avec les professionnels des soins de santé dans lesquelles ces derniers expriment leur consternation devant la situation actuelle. Ma question est très simple. Ces plans, ces stratégies à long terme, par le biais desquels vous voulez éliminer les retards accumulés et permettre aux lits d'offrir suffisamment de lits, d'engager de nouvelles infirmières. Enfin, Madame la Ministre, vous devez très certainement être en mesure de suggérer à cette Assemblée une solution qui pourrait être mise en œuvre immédiatement pour aplanir le problème. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire au chef du 3e parti qu'en fait, nos plans ont été mis au point correctement. Nous savons que nous parlons, par exemple, des infirmières. Ce n'est pas un problème typique à l'Ontario. C'est probablement l'un des problèmes les plus complexes parce qu'il s'agit d'un problème de société et du changement du rôle des femmes ainsi que des valeurs, la façon dont travaillent les infirmières en général. Et en fait, il a trait aux recommandations du rapport Podborski qui parle d'un meilleur équilibre de notre système de soins de santé pour essayer d'enlever la pression qui est imposée à nos hôpitaux afin que nous puissions établir des installations où les gens qui n'ont pas besoin de services institutionnalisés peuvent recevoir leurs services dans leur milieu naturel. Et il faut que les institutions s'occupent des soins de services institutionnalisés. J'espère que demain, nous aurons l'occasion de commencer à établir le cadre de la loi qui nous permettra d'améliorer les services et j'espère que cela nous aidera à mieux équilibrer le système. Des dernières supplémentaires.
C'est la réponse du gouvernement. C'est facile, c'est trop facile pour le gouvernement de dire que c'est le problème de quelqu'un d'autre. Vous avez dit que c'était le problème des hôpitaux. Vous vous attendez à ce qu'ils arrivent à fonctionner avec des budgets réduits. Ils doivent fournir un service alors que vous leur avez demandé de réduire le nombre de lits. Vous ne vous êtes pas attaqué au problème des infirmières. Vous avez réduit en fait le financement des services de soins de santé. Et en fait, vous vous attendez que les procédures restent les mêmes, que la qualité du service reste la même aux Ontariens. C'est tout à fait inacceptable. On m'a appelé dans mon bureau. Il y a des gens qui attendent leur tour pour obtenir des interventions chirurgicales qui sont extrêmement dangereuses. Et c'est une situation totalement inacceptable. Ça n'a fait que quelques années que j'entends parler d'une situation aussi mauvaise. Qu'avez-vous l'intention de faire pour ce qui est des problèmes immédiats qui constitueraient à réduire la pénurie d'infirmières et de s'assurer que, à l'ordre, le ministre. Monsieur le Président, le chef du troisième parti n'a pas raison lorsqu'il dit qu'il y a eu des réductions dans les budgets des hôpitaux. Depuis 1985, les budgets ont été améliorés d'environ 39%. Il y a eu une augmentation de 1% au mois d'avril. Depuis que je suis à mon poste, le budget a atteint presque 3 milliards de dollars. Nous attendons pour l'année prochaine à ce que le secteur d'institutions reçoive environ 6 milliards de dollars. Et cette catégorisation qui constitue à dire que les fonds sont inadéquats n'est pas justifiée. Les problèmes que nous rencontrons actuellement dans les soins de santé exigent des réponses structurelles, des changements structurels. Tous les experts nous disent que les problèmes que nous rencontrons ne pourront pas être résolus simplement en y attribuant plus de fonds. Nouvelle question, le député de Pearson. J'ai une question nouveau pour la ministre de la Santé. Je crois qu'il est évident que nous avons atteint une crise dans notre système de soins de santé dans la province. Il y a une pénurie telle d'infirmières que les gens se retrouvent sur des listes d'attente pendant plusieurs mois. Nous avons soulevé cette question depuis novembre 87, au moins. Et cependant, vous ne nous avez jamais donné une bonne réponse, ni à moi, ni à mes collègues de ce côté de la Chambre, pour ce qui est des mesures concrètes que vous allez prendre pour s'attaquer au problème de la pénurie des infirmières en Ontario, tout particulièrement dans le Toronto métropolitain. Madame la ministre, pourriez-vous nous donner une réponse claire et précise immédiatement sur les mesures précises et concrètes que vous avez prises pour vous attaquer à cette question sérieuse qu'est la pénurie d'infirmières dans cette province? Merci, Monsieur le Président. Nous avons discuté très souvent de cette question et nous sommes d'accord pour dire que c'est au centre de Toronto qu'il y a une pénurie d'infirmières dans les soins urgents. Ce n'est pas partout, la situation n'est pas la même dans toute la province. Je peux vous dire qu'au début de février, il y aura de nouvelles infirmières qui viendront de Sudbury pour aider au centre de Toronto, ainsi qu'un certain nombre d'infirmières qui sont actuellement formées. Et en automne, nous avons établi de nouveaux programmes de formation pour les spécialistes cardiaques. Nous pensons qu'à court terme, ces mesures nous aideront. J'espère que si nous pouvons collaborer tous ensemble avec les associations des hôpitaux, des infirmières, nous pourrons poursuivre dans notre recherche de solutions à ce problème. Vous avez dit, Madame la maîtrise, que l'association des hôpitaux et celle des infirmières devraient se remettre à la table de négociation. Nous savons tous que nous avons dit très souvent que la plupart des associations d'infirmières sont d'accord qu'il n'y a pas assez d'infirmières qui sortent des écoles.
elles ont tendance à quitter la profession entre la 3e et la 7e année d'expérience pour des raisons très simples, parce qu'elles ne sont pas payées correctement, elles ne sont pas rémunérées pour leur expertise dans ce qui est des soins spécialisés. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous allez leur fournir les fonds nécessaires dont ils ont besoin pour entrer dans des négociations sérieuses, ou est-ce que vous êtes simplement en train de nous dire que ce n'est pas votre problème et que vous n'avez pas l'intention de leur donner les fonds dont ils ont besoin? Allez-vous... le député a une question à poser. À l'ordre. Monsieur le ministre, je vous remercie. Monsieur, les pratiques au niveau de la rémunération font partie des conventions collectives, mais il y a aussi des discussions qui seraient possibles en dehors des conventions collectives. L'Association des hôpitaux pourrait se rencontrer pour essayer de trouver des solutions, et je les encourage à discuter de ces problèmes et à trouver des possibilités de résoudre la pénurie dans les soins spécialisés et dans le centre de Toronto. J'encourage tout à fait ces discussions. Dernière supplémentaire, Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une question de convention collective. Avec tout le respect que vous avez dû, nous parlons des soins de santé dans la province de l'Ontario. Nous ne parlons pas de questions de convention collective. Il y a 3 rapports ici. Un, c'est l'ONA, qui date de mars 88. Il y a au moins 1 an. Il y a des recommandations spécifiques dans ce rapport qui indiquent qu'il faut une meilleure paye, de meilleurs horaires, des horaires plus souples, des occasions d'avancement plus nombreuses, un personnel accru, etc. Toutes ces questions vous concernent directement en tant que ministre de la Santé. Nous avons 3 autres rapports des infirmières. Je suis sûre que vous les connaissez. Il y en a 14. Est-ce que vous laissez les gens se débrouiller tout seuls avec les questions de convention collective en tant que ministre? À l'ordre. Le député de Pearson veut-il bien s'asseoir? À l'ordre, ministre. Monsieur le Président, je pense que c'est bien clair que le critique de l'autre parti ne comprend tout simplement pas les responsabilités de la convention collective, des syndicats, de la gestion par rapport à ces rapports. J'ai pris l'initiative de la part du gouvernement de faire les amendements à la loi sur les hôpitaux. La plupart de ces questions auxquelles j'ai répondu n'ont rien à voir avec l'argent, mais c'est une question de travail et qui se rapporte à l'employeur. Je sais qu'on les étudie, les hôpitaux les étudient en ce moment, et ils ont montré qu'ils pouvaient aider leurs membres, et l'Association des gardes malades, je crois, a eu l'occasion de rencontrer l'Association des hôpitaux et examiner toutes les questions même les questions qui n'ont rien à voir avec l'argent. Mais le problème de la question des gardes malades à Toronto est une question à part et nous aurons besoin de beaucoup de créativité pour la régler. Le député de Oshawa, merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre du Logement. Comment expliquez-vous ce processus à Wayne Guest qui habite à Confederation Drive à Saint-Thomas? Son logement appartient à 2 propriétaires. Au cours des 2 dernières années, il y a eu une révision de 58,7 quand ils n'ont demandé que 46,3 Comment expliquez-vous à M. Guest que ça vous donnez aux propriétaires plus qu'il ne l'a demandé? Il en a demandé. Merci, Monsieur le Président.
nous prenons les renseignements du propriétaire et des locataires et on se base sur un nombre de facteurs, les coûts de gestion, les coûts de capitaux et on en vient à ce que nous croyons est justifié selon les facteurs économiques. Question supplémentaire? C'est une bonne place à investir quand on reçoit plus qu'on a demandé. Comment expliquer à M. Guest qui a un revenu fixe le fait que maintenant on l'a ordonné de payer 722 $ en arriérage? Comment quelqu'un qui a un revenu fixe, qu'ils doivent trouver cette somme sur le champ. La révision est une façon de s'assurer que les locataires ne soient pas obligés de payer des augmentations non justifiées. C'est pas seulement une réponse pour les gens qui ont un revenu fixe. La révision n'a jamais été préparé pour résoudre les problèmes de tous les locataires dans la province, y compris les gens qui ont des revenus fixes. C'est à cause des problèmes des gens qui ont des revenus fixes. C'est pour ça que nous nous sommes engagés à bâtir plus de logis, pour s'assurer qu'il y a beaucoup plus de logements à but non lucratif. Nous donnons une protection aux gens, mais c'est pas la seule façon de rencontrer les besoins des gens qui ont des difficultés économiques. Une nouvelle question du député de Nipissing. Merci, Monsieur le Président. Celle-ci est pour le ministre de Logement. On dit que les maisons à métro coûtent 347 000 $. Je suis certain que le ministre est d'accord avec moi que nous avons un problème avec un logement abordable. J'aimerais vous demander, Madame la ministre, si le scénario suivant a du bon sens. Disons qu'une collectivité de 20 000 logements, il y a 50 logements qui sont construits si ils augmentent de 5 000 $. Ils en construisent 400 nouveaux et on aura un profit de 2 millions. Les logements pourront augmenter de 5 000 et plus. L'impact sur le logement dans cette communauté sera une augmentation de 102 millions. Est-ce que ça a du bon sens, Madame la ministre, d'ajouter à une collectivité moyenne, d'ajouter 102 millions pour avoir 2 millions pour l'éducation? Merci, Monsieur le Président. Je pense que votre hypothèse n'a pas grand bon sens. Et je pense que la question importante ici est que les gens qui ont un revenu moyen ont beaucoup de choix sur les logements qui leur sont disponibles. C'est à cause de mon engagement que les gens de cette province ont un grand choix face à où ils habiteront. C'est pour cette raison que nous avons émis une politique pour l'usage des terrains et nous attendons à ce que nous aurons au moins 25 % de ça pour accommoder les gens à faible revenu. Et c'est pour les gens à revenus moyens également. En travaillant avec les municipalités dans cette province et avec le secteur, les promoteurs, nous pourrons augmenter le nombre de logements pour les gens qui ont un revenu faible et moyen. Et ce ne sera pas pour une seule fois, mais ce sera pour qu'il y ait des logements abordables à long terme. C'est la réponse pour s'assurer qu'il y ait beaucoup plus de logements pour les gens à revenus moyens. Et il y a un nombre assez important de maisons abordables. Évidemment, Madame la ministre, je veux vous aider. Je veux bien vous aider. Je crois que je crois que les fournitures, c'est important. Et tout le monde à qui j'ai parlé dans l'industrie sont d'accord qu'en moyenne, puisqu'il y a
une nouvelle maison pour chaque 50 qui existe déjà et que pour chaque dollar qui est accru, et vous augmentez le prix de 50 dollars. Le trésorier suggère qu'il veut avoir 100 millions pour l'éducation, la santé, avec une nouvelle taxe. Les logements dans cette province, et vous direz que le logement abordable est un problème. Il y aura une augmentation de 5 milliards dans tous les logements en Ontario. Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que ça a du bon sens d'avoir 100 millions à base de nouvelles taxes? Est-ce que ça a du bon sens que vous ayez 100 millions pour d'autres choses? D'ajouter 5 milliards au coût du logement. Le député est bien au courant que comment trouver les fonds est une question que nous discutons en ce moment. Nous nous engageons et on va s'assurer d'augmenter les fournitures parce que c'est la responsabilité du trésorier de s'occuper des taxes. Dans le document qui a été libéré, qui a été donné il n'y a pas longtemps, on a dit que le but de s'assurer que les logements abordables, l'autre partie pour s'occuper que les maisons soient construites, il faut également s'entendre et nous devons veiller à ce que les maisons soient construites et que les services aussi sont offerts. Et comment assurer la coordination de ces deux volets constitue le problème que nous devons résoudre maintenant. Je suis sûr que nous allons recevoir des solutions très intéressantes pour atteindre ces deux objectifs. Et j'espère que tous les députés de cette Assemblée qui aimeraient participer comme les députés d'en face vont faire tout leur mieux pour que nous trouvions la solution à ces problèmes. Nouvelle question, le député de Simcoe Centre. Monsieur le Président, j'ai une question pour le procureur général. J'ai reçu plusieurs questions de diverses personnes de ma circonscription parlant des conséquences du projet de loi 187. On m'a averti qu'en 1985, quand on avait envisagé ce projet de loi, le gouvernement de l'heure avait pensé que c'était important d'avoir 3 $ par ménage qui sera recueilli au terme de cette loi. Maintenant, on apprend qu'on va envisager une augmentation de l'ordre de 85 000 $ par an pour la police, et la ville de Barrie déclare que ces frais vont s'élever à plusieurs milliers de dollars par an. Et dans le comté de Simcoe, la sécurité dans les tribunaux et le déplacement des prisonniers des prisons sera confié par contrat à des gardes de sécurité qui travailleront à la tâche. Quelle est la question? Est-ce que le ministre peut nous parler des frais qui sont concernés? Qu'est-ce qui sera confié aux municipalités? Le procureur général, dans la majeure partie de l'Ontario, il ne doit pas y avoir de frais supplémentaires. La province est responsable du financement des travaux de la police par l'intermédiaire des conseils municipaux selon le système d'octroi inconditionnel. En 1985, ces octrois ont été augmentés pour traiter de la question de sécurité de l'ordre de 3 $ par famille. Le but de cette loi est d'identifier avec précision ce que nous finançons. Et ce que nous finançons, l'honorable député doit savoir, est le travail effectué par toutes les forces policières municipales dans l'Ontario. Le transport des prisonniers répondent à des menaces de violence ou le maintien d'une présence dans la mesure où c'est nécessaire d'assurer la sécurité dans les tribunaux judiciaires. En général, ces tâches sont effectuées par la police municipale et le paiement de ces services est obtenu par les octrois inconditionnels. Le but de cette loi est d'assurer qu'il y ait une meilleure définition de la ligne de démarcation entre les diverses fonctions. Question supplémentaire. Monsieur le Président, j'apprécie le fait que les temps changent.
les conditions changent et les circonstances entourant la sécurité dans nos tribunaux sont différentes de ce qui existait il y a 10 ou 15 ans. Je comprends un peu ce que le procureur général me dit, mais dans des endroits tels que dans notre comté, et je crois dans le comté de Perth qui est semblable au nôtre, nous nous trouvons dans une situation où le personnel employé à contrat qui travaillent à la tâche, qui sont payés à la tâche, pensent que leurs emplois sont en danger, risquent d'être perdus. Est-ce que le procureur général peut nous parler des perspectives d'avenir pour ces gens qui travaillent, qui sont payés à la tâche? Réponse, si l'honorable député veut nous dire qu'on retire des fonds du régime des octrois inconditionnels accordés pour la sécurité et versés à d'autres personnes qui travaillent pour d'autres, je suis surpris de l'apprendre. La loi a été adoptée afin de permettre aux forces de sécurité des tribunaux de remplir ces fonctions, tenir compte des cas de violence, s'occuper du transfert ou du déplacement des prisonniers. Le but de ce projet de loi est de préciser le caractère de ces responsabilités. Toute personne qui aurait pris ces sommes d'argent sans offrir le service et confier ce travail à quelqu'un d'autre devra à l'avenir penser à offrir ces services. Nouvelle question, le député de Hamilton-Est. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Le 28 juin, Pierre Pouliot a trouvé la mort à la fonderie de Inco à Coppercliff. Est-ce que la ministre peut nous dire si on a décidé d'une date pour le début d'une enquête à Inco? On a établi une date provisoire. Il s'agit du 6 mars. Question supplémentaire. Il s'agit d'une date provisoire, si je comprends bien. Est-ce que la ministre peut nous dire que dans le cas où il y a eu de décès, une enquête est automatique? Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre depuis le mois de juin pour avoir une date pour le début de cette enquête, alors que la famille attend très longtemps pour obtenir cette réponse? Réponse, Monsieur le Président, comme dans beaucoup de cas, ce cas-ci faisait l'objet d'une enquête. Et dans ce type d'incident où il y a eu la mort, les personnes qui avaient participé à l'enquête aussi avaient entraîné un certain retard. Maintenant, on a établi la date et les choses vont bon train. Nouvelle question, le député de Durham-Est. Monsieur le Président, j'ai une question destinée au ministre de l'Environnement qui, je suis sûr, va prendre sa place très bientôt. Ma collègue Margaret Marlin, qui est la critique de ce ministère. Eh bien, Monsieur le Président, je vois que les moutons de l'arrière-ban du Parti libéral sont en train de bêler de nouveau. À Londres. Est-ce que le député a une question à poser? Je disais donc que ma collègue Margaret Marlin voulait discuter avec moi certaines politiques de votre ministère. Et quel meilleur endroit pour discuter des politiques de votre ministère qu'auprès du site d'enfouissement dans votre circonscription. Votre ministère a déclaré que si jamais un tel site est exploité correctement, il ne devait pas y avoir de goélands. J'ai ici une photo, Monsieur le Président, qui montre des milliers de goélands sur sur la décharge dans votre circonscription. Order. Order. À l'ordre. Order. Order. Order.
Order. À l'ordre. You've certainly wasted a lot of time. Je regrette, mais vous avez gaspillé beaucoup de temps. We'll just wait. Nous allons attendre. I hope the member has a question. J'espère que le député a une question à poser. Ma question adressée au ministre est celle-ci. Si cette décharge dans votre circonscription à l'ouest de la ville de Sainte-Catherine est exploitée de manière correcte, pourquoi est-ce qu'il existe tellement de goélands à cet endroit? Le ministre. Monsieur le Président, il s'agit d'une excellente photo du député de Durham-Est. Et comme vous savez, il existe des goélands partout dans la province de l'Ontario. J'ai contacté le ministre des Richesses naturelles à ce sujet. Il avait déclaré que dans de nombreux endroits à travers la province, surtout dans les plages, vous allez avoir des goélands si jamais ces oiseaux pensent qu'il peut y avoir de quoi manger dans ces endroits. Et même les gens qui se promènent sur les plages avec des frites vont remarquer que les goélands vont descendre sur eux. Alors, je peux dire au député, je crois qu'il a posé une question très sérieuse, je peux lui dire qu'à un moment donné de la journée, il est fort possible que certains morceaux de nourriture ou des bribes de nourriture qui seront explosés, ou même les goélands peuvent penser qu'il peut y avoir quelque chose à manger. Et merci. Merci. La dernière partie de la réponse du ministre n'a pas été entendue par l'interprète. Order. We have already taken over 5 minutes. Vous avez déjà perdu 5 minutes. Question supplémentaire. Monsieur le ministre, comme vous le savez très bien, la communauté urbaine de Toronto a l'intention de se saisir d'un terrain dans ma circonscription pour s'en servir comme décharge. J'ai ici un goéland que je vais l'appeler Bradley Seagull. Je voudrais dire au ministre que je ne veux pas de ce goéland, je ne veux pas des goélands de votre circonscription et je ne voudrais pas voir les goélands de la métropole de Toronto dans ma circonscription de Durham-East si jamais ils confisquent un terrain pour s'en servir de décharge. Et si la métropole de Toronto saisit un tel terrain, pouvez-vous nous garantir que vous allez demander une évaluation environnementale de ce terrain afin que nous pouvons nous protéger contre une invasion des goélands? Le ministre. Monsieur le Président, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette cravate plus tôt. J'ai été averti par mes collègues qu'il n'existe pas de goéland de ce genre dont ils parlent.
C'est le député de Peterborough qui me l'a dit. Mais le député devrait se rappeler qu'au cours de sa visite à Sainte-Catherine, où il pensait avoir une question intéressante à poser, tout ce qu'il a trouvé, c'est que la ville de Sainte-Catherine était très contente parce que son chef, quand il était ministre de l'Environnement, a fait une exonération des besoins d'évaluation de l'environnement. Et ce que j'ai indiqué à la population pour cette région, c'est que si jamais il y a une expansion importante qui durera un certain nombre d'années et qui sera d'une importance capitale, bien sûr, il va y avoir une évaluation environnementale. Pour ce qui est de la question soulevée par le député, je peux lui dire qu'il y a eu plusieurs propositions qui ont été exprimées. Certains de ses collègues avaient déclaré qu'on devrait tout mettre au même endroit. Un certain jour, il avait déclaré, bien sûr, il ne faut pas faire appliquer la loi sur l'évaluation de l'environnement. Et le prochain jour, il nous déclare qu'on ne devrait pas le faire. Comme vous le savez, ces propositions sont élaborées par les municipalités. Pour ma part, notre ministère reçoit des propositions des municipalités et chaque fois que cela a lieu, nous allons l'étudier très soigneusement afin de décider quelles mesures nous allons prendre. Je serai très heureux de partager avec le député de Durham-Est les conclusions de ces études. Nouvelle question au député de Mississauga-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Logement. Un nombre de personnes s'inquiètent de la décision du gouvernement fédéral d'imposer un plafond sur les dépenses accordées pour la construction de logements à prix modique acceptés en 88. Dans ma circonscription, 2 projets risquent d'être en danger, dont un serait le premier projet de construction de logements à prix modique pour les personnes âgées à Metalia. Le deuxième répond à des demandes importantes, non seulement de la région de Mississauga, mais de la région environnante aussi. Madame la ministre, ma question concerne le statut de la situation compte tenu de la décision du gouvernement fédéral. Réponse, j'ai eu plusieurs conversations avec le ministre fédéral et il m'a confirmé que le plafond sera imposé et concernera 19 projets. Malgré les promesses effectuées par le gouvernement fédéral il y a 1 an et malgré le besoin important pour le logement et malgré aussi le travail important qui a été abattu dans cette communauté et à travers la province par un grand nombre de bénévoles qui ont travaillé très dur pour essayer de rendre ces projets de logement à prix modique une réalité dans la province. Le plafond reste. Question supplémentaire. On a dû consacrer de nombreuses années, des milliers d'heures de travail de bénévoles à ces projets. Ces projets ont coûté très cher. Nonobstant tout ce travail, de nombreuses familles avaient l'intention d'emménager dans ce projet de construction. Je me demande si le ministre peut faire quelque chose pour sauver ces projets. Merci, Monsieur le Président. Comme les députés le savent, il s'agit d'une question qui m'intéresse beaucoup. Et je sais combien les gens ont travaillé dur pour que les projets atteignent le stade actuel. Je veux demander au ministre fédéral de financer ces projets à partir des débats de 1989. Ce que cela signifie, c'est que ces projets pourraient aller de l'avant si le ministre est d'accord. Mais si le ministre fédéral le fait, cela va signifier quand même des pertes considérables parce que l'engagement d'origine du gouvernement fédéral était de financer tous ces projets afin que nous puissions travailler ensemble et construire ces logements. S'ils acceptent de financer ces projets selon les débats de 1989, cela va signifier une baisse considérable de 7 000 unités de logement jusqu'à 3 200 unités de logement au terme du programme fédéral. C'est une perte considérable, mais je suis prêt à demander au ministre fédéral
d'agir de cette façon parce que les projets devraient être réalisés et les personnes qui ont participé à ces projets ont abattu un travail énorme et ont consacré des milliers d'heures afin que le projet atteigne ce stade. Par conséquent, j'espère que le gouvernement fédéral acceptera notre demande et il faut aussi se rappeler des conséquences que la disparition de ces projets aurait sur nos projets à nous. Député de Sault Ste. Marie, ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord à propos des services de transport aérien dans le Nord, étant donné que le gouvernement a reporté ses projets de vendre les avions Dash 8 au nord de l'Ontario. Le ministre a l'intention d'enlever ces services de transport sans les remplacer par des mesures adéquates, comme le ministre avait promis en juin dernier. Étant donné que le gouvernement a réaffirmé son contrôle de Norontair par l'achat d'une compagnie à Sudbury, quel projet a le ministère est-ce que le ministère a l'intention de mettre sur pied en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de ce service dans les petites communautés du Nord? Monsieur le Président, j'aimerais rappeler aux députés de Sault Ste. Marie que la vente des avions Dash-8 ont été remis à la fin de novembre 1989. We are in a process of, Comme il vient de le dire, nous sommes en train de reprendre à notre compte le service d'Airedale, mais cela ne signifie pas que nous n'allons pas vendre le Dash 8. Cette vente a été reportée à la fin novembre 1989 et les choses se feront comme s'il n'y avait pas de vente. Nous allons mener de front les deux opérations. Tout fonctionne bien. Je ne vois donc pas de problème, mais encore moins sur le plan de l'emploi, car tous les appareils vont être rendus à Sault Ste. Marie, donc je ne vois pas à quoi le député fait allusion. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je parle d'un service essentiel pour les petites communautés du Nord, le service de Norontair, à savoir la desserte qui relève de votre ministère. En juin de l'année dernière, vous vous êtes engagé à améliorer l'efficacité et la rentabilité des services offerts aux petites communautés du Nord. Vous êtes engagé notamment à ajouter de nouvelles dessertes dans le nord de l'Ontario qui seraient assurées par le Dash 8. Or, les appareils n'étaient pas en état de service, mais aujourd'hui, votre ministère dispose des avions nécessaires. Allez-vous donc donner suite à votre engagement, augmenter le nombre de dessertes et fournir un service aux petites communautés du Nord, maintenant que le ministère est propriétaire d'appareils Dash 8. Monsieur le Président, j'aimerais tout d'abord dire aux députés de Sudbury, s'il ne connaît pas la mécanique, que les appareils ne sont pas toujours en état de fonctionner. Il y a des besoins de maintenance auxquels il faut se plier. Nous avons demandé la permission d'assurer la desserte entre Winnipeg, Fort Francis et Thunder Bay. La permission devrait être accordée dans les semaines à venir. Quant aux autres endroits desservis, eh bien, il se fait que certains appareils sont assez vétustes puisqu'ils remontent, la fabrication remonte à quelques 20 ans. Donc, si nous pouvons vendre des appareils Dash 8, nous allons nous servir de cet argent pour acheter de nouveaux appareils. De toute façon, il est question non pas du service de Toronto, mais des services fournis par d'autres compagnies. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministère des Institutions financières concernant le fait que de nombreuses compagnies veulent se retirer des assurances automobiles en Ontario. J'aimerais demander au ministre quel est le pourcentage d'automobilistes qu'il faut compter pour que les services d'assurance puissent être fournis et si ce nombre augmente depuis quelques mois. Monsieur le Président, je n'ai pas de réponse précise pour l'instant, mais je répondrai par la suite. Monsieur le Président, cette réponse est analogue à celle que j'ai reçue hier. Enfin, j'aimerais rappeler au ministre que nous avons signalé
à son gouvernement, voici quelque temps, les similitudes assez frappantes entre le programme du Massachusetts et le programme mis en œuvre par l'actuel gouvernement de l'Ontario. Ce qui se passe dans l'État américain, c'est que 60% sont en facilité, contrairement à comparer à 2 ou 3% d'Ontario. Les primes sont supérieures de 60 à 70% comparativement au niveau national. Il y a d'autres inconvénients aussi. Le gouvernement et le ministre ont pris cette décision de calquer leur démarche sur celle du Massachusetts. J'aimerais savoir, et je suis sûr que les consommateurs de la province aimeraient également savoir, ce que vous entendez faire pour éviter les écueils dans lesquels sont tombés le programme du Massachusetts. J'aimerais rappeler, répond du ministre, j'aimerais rappeler au député que je lui ai donné des réponses très précises aux questions qu'il a posées. Je lui ai dit que nous recensons les points de vue à travers la province. Nous n'avions pas pu le renseigner sur le nombre exact de présentations ou de démarches qui ont été faites devant la Commission. Toutefois, je peux l'assurer que toutes les régions de la province ont fait entendre leur son de cloche, de Navan dans l'Est de l'Ontario, de Kenora, de Fort Francis, enfin de tout l'Ontario. Les Ontariens ont pu avoir accès à la Commission. Mais pour éviter que le député ne donne une fausse impression aux gens de l'Ontario, je tiens à affirmer que les Ontariens continueront de bénéficier de l'assurance automobile. La mémoire du député est très bonne, mais plutôt courte, Monsieur le Président. Je puis vous assurer que j'ai répondu à sa question hier et je vais répondre à sa question d'aujourd'hui. Compte tenu du type d'analyse que nous exécutons en Ontario concernant l'établissement des primes d'assurance automobile, vise à 2 résultats. Tout d'abord, donner aux consommateurs de la province les renseignements dont ils ont besoin pour effectuer un choix en connaissance de cause entre les diverses compagnies. Deuxième résultat visé, s'assurer que les compagnies sur le marché sachent ce qu'elles ont à faire pour être concurrentielles et pour pouvoir continuer à fonctionner dans cette province. Je puis vous dire, Monsieur le Président, qu'aujourd'hui et dans l'avenir, le régime d'assurance automobile repose sur des assises solides. Voilà qui met fin au temps imparti.